Hypermétabolisme. Pour l'hypermétabolisme osseux, donc si le foyer il est focal, il est focalisé, donc il est fortement suspect. Et puis s'il est médulaire diffus, comme je vous l'avais dit avant, c'est physiologique. Merci. Merci beaucoup. T'es un papa. Et l'absence d'hypermétabolisme osseux n'exclut pas une atteinte médulaire. Donc à l'époque, il conseillait systématiquement d'aller biopsier la moelle. Donc ces critères sont résumés ici. Bon, je vous ferai grâce de ça. Et un cas d'une masse médiastinale nécrosée qui répond très très bien au traitement, enfin traitement. Donc c'est le cas typique à l'époque où on pouvait dire qu'il y avait une excellente réponse au traitement. Alors 2 ans après, il y a eu grâce aux Français, grâce au professeur Maignan et Iti et Madame Ouayoun qui est hématologue de Créteil, si je ne me trompe pas, Khalil, c'est ça? Oui. Qui ont mis en place les critères de Deauville. Donc c'est des critères qui sont très très simples. Donc score 1, pas de fixation, pas d'hyperfixation. Enfin, pour être honnête, il faut mettre pas d'hypermétabolisme. Stade 2, fixation inférieure au médiastin. Le score 3, plutôt fixation située entre le foie et le médiastin. Et puis score 4, fixation supérieure au foie. Et score 5, très largement supérieur de 200 à 300% par rapport au foie. Ou bien l'apparition de nouveaux foyers. Donc le cutoff il est variable. Et donc c'était la première publication faite par Maignan dans leucémie et lymphoma en 2009. Donc c'était le début des critères de Deauville, qui ont encore une longue vie devant eux. En 2011, à la réunion de Menton, donc ces critères de Deauville ont été validés parce qu'il y avait des protocoles multinationaux. Donc il y avait Costa Kuglu qui est de New York, qui est une Turque, qui est une très charmante dame. Et il y avait Galamini, c'est un Italien aussi, et puis il y avait l'équipe française qui était très motivée. Donc qui ont validé ces scores-là. Et puis on est passé du score 3 douteux à un score 3 où on est sûr que c'est une bonne réponse hors protocole de recherche. Donc on verra que dans les protocoles de recherche. Et puis il y a eu l'introduction d'autres outils de mesure de l'efficacité thérapeutique, de l'évaluation, ce qu'on appelle le PET intérim. C'est le travail d'Emmanuel Iti, donc il a publié pas mal d'articles sur ce travail. Et nous, en tant que CHU, on a participé à pas mal de ces protocoles. Donc c'est de calculer la variation de la fixation, le delta SUV, entre le TEP initial et le TEP intérim. Alors en 2014, ça a changé un peu, ça a évolué. Donc les critères de Lugano. Lugano, c'est en Suisse. C'est en Suisse italienne, c'est ça? Oui. Donc c'est un congrès biannuel où les hématologues et les médecins nucléaires se réunissent et ils élaborent des protocoles. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y avait de nouveau dans cette réunion? Donc on a retenu le chiffre de 13 cm pour qu'on puisse parler de splénomégalie. On a enterré l'imagerie radiologique. On a confirmé qu'il n'y avait pas de biopsie de moelle pour les lymphomes Hodgkiniens et certains lymphomes B, et que la TEP restait le standard pour les lymphomes avides de FDG. Donc le score de Deauville est confirmé comme étant standard, et qu'on peut parler de réponse partielle avec une lésion persistante hypermétabolique. Donc tout ça est résumé dans ce tableau. Je vous laisserai le lire. Donc juste pour vous dire que donc, le score 1, 2 et 3, on parle de réponse métabolique complète. Alors là, il y a un petit bémol, ça c'est pour la fin de traitement. J'aurais pas dû la mettre ici, la diapo, mais bon, ça va tellement revenir que donc on parlera de réponse métabolique partielle quand on a un score 4 et 5, avec une baisse de la fixation, mais qui reste toujours supérieure à la fixation hépatique. Et puis l'absence de réponse métabolique quand la fixation est inchangée, ou progression métabolique quand la fixation augmente en flèche, et puis avec apparition de nouveaux foyers. Donc le score de Deauville, il est listé ici. Alors la TEP précoce,
ou ITEP. Donc son intérêt, c'est quoi? Donc, c'est de détecter la maladie sensible au traitement. Bon, le rationnel, c'est vrai qu'il faut taper juste dès le début. Il faut vraiment bien cibler son traitement. Et puis, plus la réponse est rapide, et mieux la rémission est durable. Donc le but, c'est de trouver une stratégie d'escalade ou bien désescalade du traitement. Donc la TEP, elle restera toujours supérieure donc, au scanner, et puis elle permet d'avoir une valeur pronostique certaine pour une meilleure survie chez les patients positifs, et si le schéma thérapeutique initial est poursuivi jusqu'au bout, bien sûr. Alors, cette valeur pronostique, elle est néanmoins influencée par les critères utilisés. On verra qu'il y a pas mal de choses qu'il faut connaître. Le stade de la maladie, puis le schéma thérapeutique. Et il y a une question qui restera toujours d'actualité, c'est quelle est la stratégie thérapeutique en fonction des résultats de la TEP précoce. Je vous le dirai que c'est pas toujours aussi clair. Donc, dans l'évaluation précoce, la TEP, elle est faite en A2 et A4 cures. Pour le lymphome d'Hodgkin, c'est souvent 2 cures. Pour le lymphome non-Hodgkinien, c'est 2 et 4 cures. Donc, on va évaluer la chimiosensibilité et puis la fixation résiduelle. Donc, il faut des critères d'interprétation standardisés, ce qui est le cas actuellement. Alors, il faut connaître la cinétique de la réponse au traitement. Cette diapo est très importante. Donc, après 1 ou 2 cycles, vous allez la voir partout, cette diapositive. C'est un oncologue qui a publié ça. Après 1 ou 2 cycles de chimio, l'analyse de la réponse des cellules présentant, donc elle permet l'analyse des cellules qui présentent le plus haut niveau de prolifération. Elle permet d'identifier les patients qui sont plutôt bons répondants, chimiosensibles. Et puis un PET négatif n'est pas nécessaire à ce stade-là. Après 3-4 cures, ça nous permet d'identifier les patients dont les cellules repoussent. Donc c'est les fameuses cellules qui sont résistantes, qui persistent un petit peu au 2e cycle, mais au 4e cycle, elles repoussent parce qu'elles ont un environnement favorable de progression. Et ça permet d'identifier les patients qui peuvent répondre tardivement. Alors, dans la maladie d'Hodgkin, donc comme je le disais au départ, comme il y a ce maillage de cellules inflammatoires, c'est un compartiment non néoplasique, mais comme vous savez très bien, les cellules de l'inflammation fixent le FDG. Dans le lymphome d'Hodgkin, la normalisation de la fixation, dans 80% des cas, elle se fait dès la première cure. Et la 2e cure, on peut monter jusqu'à 90% des cas. Alors, comme dans cette maladie, il n'y a que 1% de la population qui est cancéreuse, il y a des cellules mononucléaires qui font un maillage de cytokines, et ces cytokines-là permettent aux cellules cancéreuses, enfin, elles ne leur permettent pas, elles leur coupent les vives, entre guillemets. Donc du coup, la réponse, elle est précoce et elle est très importante. Ce qui n'est pas le cas dans les lymphomes non-Hodgkiniens, où dès les 2 premières cures, on est sûr de tuer, c'est un terme fort, les cellules qui sont chimiosensibles, mais on rate souvent les cellules qui ont une résistance, qui développent une résistance au traitement et qui repoussent après la 4e cure. Donc c'est pour ça qu'il y a cette répartition de l'évaluation à 2 cures pour la maladie d'Hodgkin et puis 2 à 4 cures pour le lymphome B. Donc tout ça a été validé, bien sûr. Donc il y a eu plusieurs études qui ont validé ces stratégies-là. Donc dans la maladie d'Hodgkin, les échelles ou bien les outils d'évaluation qu'on doit utiliser, c'est les critères de Deauville. Donc c'est une analyse visuelle d'abord, et puis on fait un comparatif et on mesure l'intensité. Donc score 1 et 2, donc pas de fixation. Le médiastin inférieur à la fixation doit être inférieure à la fixation médiastinale, donc avec une ROI de 3 cm. Puis le stade 3 aussi, donc le 1 et 2, 3, c'est des TEP répondeurs au traitement, c'est ce qu'on doit mettre dans le compte rendu, TEP non répondeur. Et dans les lymphomes, on a les critères de montant de 2012, donc c'est comment on calcule le delta SUV.
Donc on va prendre le maximum de fixation au TEP standard et on prend le maximum de fixation au TEP à mi-traitement. Alors à 2 cures, c'est plus ou moins 66% et à 4 cures, plus ou moins 70%. Alors vous allez me maudire après parce que tout ce que je dis, ça va changer. Mais bon, ça c'est l'historique, je suis obligé de le répéter. Donc ça aussi, ça a été validé, c'était les travaux d'Emmanueletti. Alors, comment doit-on faire? Donc on prend la fixation maximale, et puis on fait une règle de 3, une soustraction, une règle de 3. Et si le delta SUV est inférieur à 66% à T2, c'est non-répondeur. S'il est inférieur à 70% à T4, c'est non-répondeur. Donc, de préférence, il faut prendre une échelle de couleur discontinue. Il faut prendre la SUV max de la tumeur la plus active, et puis la tumeur résiduelle la plus active à T2 aussi. Alors, pour faire tout ça, il faut avoir les 3 TEP. Je veux dire, si vous n'avez pas un TEP au diagnostic, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas répondre à l'hématologue. Donc et ça nous arrive. Des fois, les patients sont traités en urgence. Ça nous est arrivé de faire un TEP pendant la chimio, dès le début. Et ma foi, ça n'influence pas. À J1, J2, ça n'influence pas trop le bilan d'extension. Alors, dans la maladie d'Hodgkin, tout ça a été validé par plusieurs protocoles. J'en ai oublié beaucoup. Je vais passer un peu vite. Et là, j'essaie de vous rappeler l'évolution de tous les critères. Donc, on est passé de TEP négatif. Donc, on est passé de TEP négatif par rapport au bruit de fond local, c'est-à-dire vasculaire ou musculaire. Avec le temps, on est passé au bruit de fond médiastinal et hépatique. Donc, il y avait les critères initiaux, Etching 2005, pardon. Et puis Malek Joué 2007, Galamini aussi en 2007. Et en 2009, Sally Barrington qui travaille à Londres. Donc elle aussi, elle a énormément participé à l'élaboration des critères de Deauville. Donc la viabilité des cut-offs, elle est réellement en fonction de la question posée. Le score 3 posait énormément de problèmes et depuis 2012, ce problème a été résolu, donc le score 3 est considéré comme bon répondeur. Donc par certaines études, en particulier l'étude HD15, bon, je vais aller directement à la conclusion. Donc les patients TEP positifs ont plus de risques de rechute, même avec une radiothérapie. Donc elle a confirmé l'intérêt pronostic manifeste de la TEP, surtout pour les patients qui étaient considérés en réponse partielle au scanner. Et puis ces patients-là ont eu moins de radiothérapie. Donc une réduction de toxicité importante, mais pas de réduction de l'efficacité. C'était pareil pour le HL 2011 aussi. Donc fallait-il garder la radiothérapie ou pas? Alors en pratique, pour la maladie d'Hodgkin, donc on a cette configuration à utiliser à mi-traitement. Donc score 1, 2, 3, bonne réponse. Score 4 et 5, pas de réponse. Pour les lymphomes B, on a plusieurs protocoles qui ont validé la démarche d'évaluation thérapeutique. Pareil, donc c'est toujours Emmanueletti qui a travaillé dessus. Je vais avancer parce que je vois que ça fait 1 heure que je parle. Donc, analyse, il a fait une comparaison entre une analyse visuelle et quantitative, et puis on voit que les scores de survie sont nettement supérieurs quand on fait une analyse quantitative. Alors, par contre, elle avait 2 limites, cette méthode. C'est quand le TEP initial avait un SUV inférieur à 10, il y avait quand même des faux positifs. Ça représente 2 à 4% de la population. Et puis, quand la TEP en intérim, elle est supérieure à 5, honnêtement, je peux le dire maintenant, je vais le dire après. Honnêtement, quand j'ai un TEP intérimaire supérieur à 5, un SUV supérieur à 5, j'utilise quand même le delta SUV et je réponds à l'hémato qui a, sur le plan delta SUV, on a une bonne réponse, même si on a un score, même si on a un SUV supérieur à 5,
qui est largement supérieur au SUV hépatique. Donc voilà. Donc on doit reprendre pas mal de patients on fait ça pendant 4 ans. On doit reprendre tous les patients, on doit les analyser pour voir est-ce que le fait de dire qu'il faut la considérer comme une bonne réponse, c'était un bon choix ou pas. Donc ça, on l'a fait en concertation avec les hématos. Je pense qu'on a plus d'une centaine de patients qu'on peut revoir et savoir si on a pris une bonne décision ou pas. J'espère qu'on a bien fait. Donc pour les critères d'Emmanuelity, j'ai envie de dire, donc à 2 cures c'est 66%, à 4 cures c'est 70%. Et si le SUV max est inférieur à 10 en baseline ou bien supérieur à 5, on utilise l'échelle de Deauville. Alors hors protocole, donc c'est la diapo, c'est ce qui est valable, c'est la diapo d'avant. Et on aura probablement des futurs critères en dosant le DNA circulant de la tumeur. Et c'est lui qui baisse en c'est pas sur cette diapo, c'est sur la diapo d'après. Donc c'est lui qui baisse en premier, pardon. Donc c'est lui qui baisse en premier avant la réponse métabolique. Donc on a le DNA circulant qui baisse. Dès la première cure, on peut trancher, on peut dire qu'il y a une bonne réponse au traitement. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours et on aura peut-être des publications prochainement. Donc il a une excellente survie sans progression, seul ou bien combiné avec le TEP intérim. Et on arrive vers une personnalisation de l'évaluation thérapeutique du patient en associant le traitement, le dosage du DNA circulant. Et honnêtement, on arrive vraiment de plus en plus vers une prise en charge personnalisée, un traitement personnalisé et un suivi personnalisé de chaque patient. Parce que chaque patient est finalement particulier, sa maladie est particulière. Donc, qu'est-ce que dit la Société française pour la TEP intérimaire? Donc, la TEP, elle est recommandée pour l'évaluation des lymphomes d'Hodgkin, la maladie d'Hodgkin et les lymphomes non-Hodgkiniens. Elle est actuellement, selon les données de la littérature, pas recommandée pour adapter la stratégie thérapeutique, escalader ou désescalader le traitement pour les lymphomes B. Par contre, pour les lymphomes Hodgkiniens, la TEP, elle permet quand même une escalade ou bien une désescalade dans certaines formes, de sclérose nodulaire surtout. Alors, qu'en est-il de la fin du traitement? Alors, je sais pas, j'ai toujours mis la phrase la TEP est supérieure au scanner. Donc, elle est recommandée encore pour les lymphomes, pour la maladie d'Hodgkin et les lymphomes B. Et puis, les masses positives dans les lymphomes B et Hodgkin, elles sont à biopsier avant de décider d'un rattrapage. Alors, cette phrase, on a décidé localement de ne pas aller à la biopsie d'emblée. On se donne un délai de 2 à 3 mois. On refait un TEP après 3 mois. Et en RCP, on décide s'il faut aller biopsier ou pas. Et honnêtement, dans quasiment un cas sur 2, c'est une fixation inflammatoire qui baisse. Alors, on a fait ce qu'a dit Habib ce matin, hein, c'est l'acquisition de temps. C'est-à-dire, vous faites un TEP à 1 heure, puis vous refaites un autre TEP à 1h30, 2 heures, et vous voyez l'évolution de la fixation. Donc, si c'est inflammatoire, ça va baisser. Si c'est cancéreux, alors, sur le plan pratique, on ne pouvait plus se permettre parce qu'on avait des contraintes. Je vais faire une petite parenthèse budgétaire. On doit rentabiliser la machine. Je pense que c'est le cas de tout le monde. C'est un leasing aussi. Il faut faire beaucoup de patients pour payer. Bon. Donc, on a changé notre machine l'année passée. C'est une MCT et elle est déjà obsolète. On aurait dû prendre une machine numérique. Alors, il y a eu pas mal d'études pour la maladie d'Hodgkin. Est-ce qu'il fallait s'en passer de la radiothérapie ou pas? Et surtout, est-ce qu'on peut identifier un groupe à haut risque parmi les TEP qui sont positifs? Donc, il y a eu pas mal de publications dans ce sens, sur l'impact thérapeutique aussi, donc notamment le HD15. Alors, en plus de tout à l'heure, parce que j'en ai déjà parlé, on a une moins bonne, leur survie, elle reste un peu moins bonne que les TEP négatifs. Donc les TEP positifs qui n'ont pas eu de radiothérapie, ils ont
ils n'ont pas perdu leur chance de traitement, mais ils ont quand même une survie qui est un peu moins bonne. Bon, ils étaient déjà, entre guillemets, dans une mauvaise posture, si j'ose dire. Alors, pour l'interprétation, donc, en fin de traitement, c'est les critères de Deauville, donc c'est le score de Deauville. En fin de traitement, il y a certains pièges, bon, on le verra beaucoup dans le quiz, hein, c'est la graisse brune. Alors la graisse brune, c'est des cellules lipidiennes, enfin, c'est des cellules lipidiques, oui, brunes, qui sont sollicitées dans la thermogénèse, et elles sont très riches en mitochondries, donc du coup, elles carburent beaucoup, entre guillemets, et elles consomment beaucoup de glucose. Donc quand on a froid, quand on a des catécholamines qui sont très élevées dans le sang, donc on a cette hyperfixation qui peut vraiment nous gêner, même si on a un scanner de très bonne qualité. Alors la solution, c'est de les mettre sous avlocardyle, ou bien de les recevoir une demi-heure ou 3/4 d'heure avant, de bien les mettre au chaud. Un autre piège, c'est l'hyperactivité de la moelle et de la rate pendant le traitement. Alors, qu'en est-il du... J'ai presque fini. Qu'en est-il du bilan de surveillance? Ça n'a aucun intérêt. Ça coûte très cher. Donc les Japonais, ils ont repris quasiment 100 000 patients, 100 000 lymphomes en 2014. La consultation chez l'hématologue et le dosage de la LDH est moins cher et nettement mieux que la TEP. Donc la TEP n'a pas de place. Juste 2 mots pour le lymphome folliculaire. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une maladie chronique donc qui évolue en rémission et donc en rechute et en rémission. Ce qui est important, c'est le risque de transformation. Pour être honnête, ils finissent mal, ces patients. Donc il faut vraiment le détecter au précoce. Donc au diagnostic, mis à part la moelle où la TEP n'est pas très très bien sensible, c'est un cas où il faut aller vraiment faire une biopsie de moelle. Sinon, c'est les mêmes performances que pour les autres lymphomes. En fin de traitement, pareil, donc on doit utiliser les critères de Deauville. Pour le lymphome du manteau, c'est la même chose, donc c'est un lymphome indolent aussi, donc c'est un lymphome gentil entre guillemets. Et dans le syndrome dans la LLC elle-même, la TEP n'a pas vraiment d'intérêt, elle n'a d'intérêt que quand on suspecte un syndrome de Richter, c'est-à-dire une transformation. Alors, pour la conclusion, bon, au bilan initial, donc la TEP elle est recommandée pour tous les lymphomes à vide de FDG. Elle permet de guider la biopsie et c'est une indication et elle évite de la biopsie de moelle ou l'indication de la biopsie où elle est juste limitée dans certains cas. Alors, j'ai repris ça des recommandations de la Société française. Donc l'interprétation de l'ITEP doit être exprimée en utilisant l'échelle de Deauville et la classification du Lugano dans les comptes rendus d'examen. Donc actuellement, on ne parle presque plus du delta SUV. Donc vous allez m'en vouloir parce que je vous ai baratiné le but depuis tout à l'heure pour in fine vous dire qu'actuellement on l'utilise plus. Mais bon, ça faisait partie de l'évolution des critères d'interprétation. Donc l'évaluation thérapeutique en intérim TEP et en fin de traitement, c'est le score de Deauville. Et puis, en fin de traitement, bien sûr, il faut répondre en réponse métabolique complète, partielle, métaboliquement stable ou bien progressive. Donc, vous avez les items à côté. Alors, il y a un autre outil qu'on utilise actuellement. Bon, il faut savoir qu'il n'a pas été validé. Donc, il y a beaucoup d'études qui sont en cours pour le valider dans la stratification des patients, dans le pronostic et dans l'évaluation thérapeutique. C'est le volume de la tumeur. Donc, malgré toutes les avancées, il y a quand même une fraction de patients qui sont réfractaires et qui rechutent. Donc, d'où la nécessité de mettre en place des facteurs pronostiques plus robustes pour détecter ces patients-là qui vont rechuter, pour leur proposer le traitement adéquat et de ne pas leur perdre du temps et du coup donc la chance d'avoir une réponse au temps voulu. Donc
On avait vu que pour l'évaluation de l'extension, c'était un arbore. Pour la masse, donc on avait l'examen clinique, on avait la radiographie classique, on calculait le diamètre, le rapport médiastin sur le poumon, et puis le scanner. Pour le pronostic, il y a tous les facteurs pronostiques dont on en a parlé tout à l'heure. Et puis il y a la masse tumorale fonctionnelle qui peut être évaluée par les volumes. Et ça nous permet, d'avoir un facteur de pronostic en plus que vous allez voir est très intéressant. Sauf qu'il a des problèmes. Comment le calculer? Est-ce qu'il faut un seuillage à SUV 2,5? Est-ce qu'il faut un seuillage adaptatif? Est-ce qu'il faut un SUV max à 41%? Alors, sur les guidelines de la société européenne, c'est ce qui est préconisé. C'est calculer le volume avec un seuillage de 41%. Et puis, il y a des algorithmes de segmentation que je ne connais pas, honnêtement. Alors, est-ce qu'il faut faire une délimitation manuelle? Là, ça va être manipulateur dépendant. Il va y avoir beaucoup de risques d'erreur. Il faut certainement un gold standard pour cette technique. Alors, il faut des fantômes. Le problème, c'est que les lymphomes, ce n'est pas des tumeurs solides. On peut les retrouver partout. Qui va s'aventurer à donner un volume de tout ça, d'une façon précise. Donc il faut des standards. Alors il y a des détecteurs de bord qui sont utilisés par Elias, il a présenté ça. Et puis il y a la méthode du SUV à 2,5, donc on va voir que c'est la plus pertinente. Et puis il y a certaines machines qui ont la correction de PSF actuellement. Et on voit que EARL, c'est des critères de validation de votre... C'est ça, Habib, si je ne me trompe pas. Donc c'est des critères de physique ou de qualité. Voilà, c'est des critères de qualité. Tout à fait. Donc sans PSF et avec PSF, on perd quand même quasiment 29% du volume. Donc ça, c'est très embêtant. Ceci dit, le volume métabolique, ça reste quelque chose d'intéressant. C'est très attractif. Et on va peut-être arriver à une délimitation des structures d'une façon hiérarchique, automatique, des voxels par voxel. Alors, honnêtement, ça je l'ai lu. Peut-être que tu connais Habib. Moi, j'ai pas d'idée. Alors, je l'ai vu, je l'ai mis, tout en espérant que tu allais m'expliquer. Alors, en conclusion, le volume métabolique reste quand même un facteur pronostique qui est très fort, qui persiste. Donc, c'est un facteur pronostique qui est fort, qui persiste, quelle que soit la méthode de mesure. Ça, c'est rassurant, quelque part. Donc, on peut l'utiliser dès le début et dire que ce patient peut évoluer ou pas à mi-traitement ou en fin de traitement. Alors, un petit mot de la TEP-IRM. J'ai parcouru la littérature, il y a à peu près une vingtaine d'articles sur les lymphomes. La TEP-IRM n'a pas actuellement d'intérêt dans les lymphomes. Le seul intérêt qu'elle peut avoir, c'est chez les enfants, donc en pédiatrie, parce qu'il n'y a pas d'irradiation. Voilà. Sinon, pour le reste, oui. Dernière diapo, enfin avant-dernière pour être honnête. Donc on a l'évaluation de l'immunothérapie et ça va être l'avenir. Je pense j'espère qu'on aura une autre session et on parlera de ça. C'est le travail de Chezon en 2016, c'est très intéressant. Ça compile un petit peu l'évolution scanographique. L'immunothérapie, c'est un traitement particulier et qui peut nous induire beaucoup en erreur. Et j'aimerais bien revenir en parler de ça. Voilà. Donc, dans l'immunothérapie, donc la TEP, est-ce qu'elle peut aider le clinicien? Pour le moment, elle met en évidence les effets secondaires immédiats. Et quand elle est négative, elle permet d'identifier les patients. On peut arrêter le traitement. Alors, l'immunothérapie ne guérit pas, elle freine l'évolution de la maladie. Donc, au mieux, elle stabilise la maladie. Mais vous voyez, c'est très important, mais au prix de plusieurs effets secondaires. Voilà. Alors j'ai fini un tiers de ma présentation. Le plus intéressant,
Enfin, pour moi, j'estime, pour vous, pour la formation, enfin, le plus intéressant, c'est de voir des cas cliniques. Si vous voulez, on fait une petite pause et je reprends, ou c'est comme vous voulez. Je continue? D'accord. Le chef, il a dit je continue. Alors, j'en ai pas beaucoup, j'ai une centaine de cas. Non, non, je vais faire vite. Alors, le premier cas, c'est un patient qui nous a été adressé pour antécédent de maladie de Gougerot, spondylarthrite ankylosante. Donc, c'est les patients typiques de la médecine interne où quand les médecins ne savent pas quoi faire, on fait un PET scan. Voilà. Donc, c'était un petit peu dans ce cas, il a une hypercalcémie, son état général est altéré, donc on recherche des arguments pour une néoplasie. Alors, il a été envoyé en IRM. Pourquoi? En fait, il n'a pas été envoyé pour ça en IRM. Hein. Il a été envoyé pour ça. Bon, c'était une lésion graisseuse apparemment, qui n'inquiétait pas les radiologues. On lui a fait une ceinture osseuse, ce patient, tout est normal, du moins sur ce cliché. Et puis on lui a fait un TEP. Donc le TEP 1, donc on a une multitude de foyers, donc sus et sous-sternal, splénique, probablement pulmonaire. Alors, on devait le stadifier. Donc on avait pris la SUV inguinale qui était de 29. Il y avait une atteinte pulmonaire au niveau de la base des deux poumons et une atteinte splénique. Donc ce patient a été stadifié stade 4. À la TEP 2, donc après deux cures, donc on a la SUV vasculaire à 1,9, le foie 3,6. Je ne vous dirai pas la masse résiduelle, normalement. Et la masse résiduelle, elle était, j'arrive pas à bien voir sur l'écran. Non, je l'ai dans la diapo d'après. Voilà. De 2,8. Si je vois bien. Alors, première question. Vous pouvez répondre. Alors, est-ce que c'est une rémission complète selon la classification de Lugano? Est-ce que c'est un Deauville 2 car la fixation résiduelle inguinale est supérieure au foie? Est-ce que c'est un Deauville 3? Est-ce que c'est une réponse partielle? Est-ce que c'est une réponse satisfaisante? J'ai entendu ce que je voulais entendre. Donc c'est un Deauville 3 car la fixation inguinale est inférieure au foie. Et la réponse, elle est satisfaisante car c'est un Deauville 3. Donc c'est pas une rémission complète parce qu'on est à mi-traitement. Donc Lugano, c'est en fin de traitement. Et puis ce n'est pas une réponse partielle car on n'est pas en fin de traitement aussi. C'est pas un Deauville 2 parce que la phrase, elle est fausse. Alors, en fin de traitement, on avait donc le SUV inguinal qui était de 2,2, le foie 3,3. Bon, là, je pense que vous devinez la réponse. Donc, c'est une réponse complète, parce qu'on est en fin de traitement. On doit répondre selon les critères de Lugano, donc c'est un Deauville 3. Pourquoi? Enfin, réponse de fin de traitement, juste pour vous rappeler. C'est un Deauville 3, c'est une bonne réponse, c'est une réponse complète. Deuxième cas, masse pelvienne chez une patiente de 61 ans, avec une TDM pelvienne qui montre cette masse. Et la biopsie, c'est un lymphome B à grande cellule B. Donc, on a un hypermétabolisme ganglionnaire sus et sous-diaphragmatique. On a une atteinte osseuse humérale, une atteinte musculaire, utérine et ovarienne. Donc, c'est un stade 4. Donc, la SUV max de la masse pelvienne, elle est de 38. Et après deux cures, donc la masse résiduelle a un SUV de 3,10, le foie 3,50 et on n'a pas de nouvelles lésions.
Je suis sûr que vous avez tous bien répondu. Parfait. Donc j'ai mis à côté le delta SUV max, même si on ne l'utilise pas. Alors, TAP à 4 cures, un discret hypermétabolisme au niveau musculaire, présacré gauche, inférieur au brevet de fond hépatique. Alors, je profite de cette image pour vous montrer ça. Donc ça, vous allez le voir souvent chez les patients diabétiques qui sont sous metformine. Vous avez toujours une fixation colique. Alors, qu'est-ce qu'on déduit après la 4e cure? Bon, on confirme la réponse satisfaisante, c'était déjà le cas. Alors, la fixation musculaire, est-ce qu'on peut l'expliquer au niveau des bras? Voilà, il faisait sûrement du sport, ou il a fait des pompes avant de venir. Peut-être, oui. Alors, cas numéro 3, patiente de 30 ans avec une importante masse médiastinale, cave, une masse qui fait 77 de grand diamètre. La biopsie, c'est un lymphome B. Donc, hypermétabolisme de la masse médiastinale avec des adénopathies sus-diaphragmatiques et une hyperactivité ostéomédulaire. Donc, la SUV max de la masse, elle est de 7,30 après 2 cures et on n'a pas de nouvelles lésions. Alors, quelles sont vos réponses? Donc, c'est une réponse insuffisante, car Deauville 5, la fixation, elle est le double de la fixation hépatique. Donc là, le calcul du delta SUV, sans analyse visuelle, n'est pas suffisant. Après 4 cures, la masse, elle est à 3,93. Il n'y a pas de nouvelles lésions. Le delta SUV, il est à 88%. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre? Bon, je vais vous donner juste que la fixation de SUV hépatique est supérieure à la SUV de la masse médiastinale. Pardon. Donc on peut quand même dire que la réponse elle est satisfaisante car c'est un Deauville 3 et puis le delta SUV aussi on peut le mettre. C'est pas interdit mais c'est pas préconisé. 4e cas. Alors, patiente de 40 ans hospitalisée suite à découverte d'une masse médiastinale. C'est un lymphome B aussi. Avec un SUV max à 33. Énorme. Avec atteinte osseuse aussi. C'est quel stade? 4, merci. Donc la masse médiastinale a un SUV résiduel de 6,5. Il n'y a pas de nouvelles lésions à 2 cures. Bon, maintenant vous êtes rodé normalement. Pardon. Donc c'est la C, donc réponse insuffisante car Deauville 4. À 4 cures, la masse médiastinale elle fixe toujours, mais elle est à 5,1. Toujours pas de nouvelles lésions. Ça reste toujours un Deauville 4. Malgré que la SUV, le delta SUV est de 84%. Alors honnêtement, moi ce que je réponds aux hématos, on attend la fin du traitement, on évalue.
Si ça baisse, si c'est une courbe descendante de la SUV, ça veut dire que c'est une bonne réponse. Et honnêtement, ça se vérifie. Pour le moment, on n'a pas eu de retour où ce qu'on avait dit n'était pas... Alors, cinquième cas, c'est une patiente aux antécédents d'un lymphome folliculaire connu. Donc, on suspecte un syndrome de Richter. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est souvent je ne sais pas pourquoi, des adénopathies inguinales qui poussent. Donc, la biopsie, elle a été faite. C'est un folliculaire richterisé, entre guillemets. Et à 2 cures, on a un SUV max qui persiste à 5,6, avec un delta SUV de 73%. Bon, je pense que vous connaissez la réponse. Donc, c'est un Deauville 4 aussi. Après 4 cures, le SUV max, il est à 2,85. D'accord. J'arrête après ce cas. Après 4 cures, quelle est la réponse? Bon, je pense que c'est simple. Satisfaisante car c'est un Deauville 2. Et puis en fin de traitement, tout s'est normalisé. Hein, donc c'est une réponse métabolique complète. Bon, il me restait 4 cas. C'est pas grave. Bon, je suis obligé d'arrêter. Oula. Ah, d'accord. Alors, il y avait des quiz. Ça me tient à cœur de vous les faire. On les fera, j'espère, Inch'Allah. C'est quelque chose de... Enfin, c'est pour la formation. Honnêtement, c'est... Mais bon, on les fera un autre jour. On les fera à table. Bon, du coup, vous n'aurez pas de questions parce que le président ne veut pas. Je plaisante. Bon, on les posera après. Je vais grignoter sur le temps de Reda. Comme Reda, il n'a pas grand-chose à dire, alors... Bon, je vous remercie d'avoir été patient. C'est un énorme sujet. J'ai essayé d'être au plus clair et au plus le résumé. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Bon, à la prochaine fois, Inch'Allah. Oui.